Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bah écoute, moi j'ai fait pub irlandais, bar à tapas japonais et spécialité thaïlandaise. Trop bien. Et est-ce que tu as fait un Pokéball mexicain ou pas? Non, j'avais pas le temps. Okay. Pokéball mexicain, ça existe? Bah oui. C'est vrai. Mais c'est quoi? C'est genre... Bah en fait, c'est un bol dans lequel tu mets des ingrédients et du coup, ça s'appelle un Pokéball. Tu mets dedans, tous les ingrédients du burritos et puis ça te fait un peu ça. Tu mets du riz avec des haricots rouges mais dans un bol ça. Et ça donne un Pokéball mexicain, tu vois. Ah la vache. Oh, les mecs, ils ont pas honte, quoi. Mais j'aime la nourriture quand même. Je tenais à vous le dire. Et ben voilà, puisque tu avais besoin d'une intro, j'espère que tu étais en train d'enregistrer. Ouais, bah regarde, j'ai même lancé le jingle. Waouh, c'est incroyable. Et ben voilà, le Contrecast épisode 35. C'est parti. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On va commencer par un petit tour de table traditionnel avec, pour commencer, celle qui m'a littéralement communiqué son sujet la veille de notre enregistrement, mais ce qui n'est plus vrai. Oui, grâce à moi. Ce qui n'est plus vrai grâce à Queutrus, puisqu'on a dû postponer notre rendez-vous initial. Julie, comment est-ce que ça va? Eh ben, ça va bien. Ouais, super. Et toi? Eh ben, écoute, ouais, comme un lundi, sauf qu'on est mardi. C'est ça. Et cette semaine est une suite de lundi quand même. Hein. Ouais. J'ai l'impression de vivre un perpétuel lundi. Et je pense que ce sera le cas toute la semaine. Mais bon, en attendant, tout va bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais vous parler de la mini-série Brand New Cherry Flavor. Ouh. Cool. Et à ma gauche, ce soir, parce qu'on est en petit comité, notre monteur de toutes les situations qui a masterisé notre nouvelle tablette de montage, mais aussi notre expert en rock brutiste, j'ai nommé Queutrus. Comment est-ce que tu vas? Eh ben, très bien, merci. Cool. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vous parle de Disco Elysium, le Final Cut. Et ça, c'est très très cool. Donc, deux cool sujets. Je vais faire une petite parenthèse. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque on a une troisième chroniqueuse qui intervient, mais un peu en off. C'est Heidi qui n'a pas pu être des nôtres ce soir à l'heure où l'on enregistre, mais qui a quand même tenu à nous faire une petite chronique parce qu'elle l'avait préparée en amont. Donc vous entendrez sa voix lors de cet épisode, mais elle ne sera pas avec nous pour commenter et échanger sur les sujets. Mais en attendant, tout va bien, je suis bien accompagnée ce soir et c'est parti pour le premier sujet. Alors d'habitude j'annonce au préalable qui commence, mais vu que vous êtes deux chroniqués ce soir en direct, la dernière fois on avait fini par toi, Queutrus. Ah, je commence. Et du coup tu commences. Okay. Du coup, qu'est-ce que alors moi je l'avais sur ma playlist Steam pour info. Je m'étais promis d'y jouer parce que ça me bottait trop, genre, et puis même l'ambiance, les personnages un peu foufou, ça me tentait trop. Et Queutrus m'a devancé du coup, et c'est pas plus mal. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de Disco Elysium? Tu n'y as pas encore joué. Non, je n'y ai pas encore joué. Alors, ça va être très dur d'en parler sans trop spoiler. Je vais essayer de rien vous révéler. Voilà. Donc, Disco Elysium. Alors, moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps à me décider à y jouer. Mais pour de bonnes raisons, en fait. Parce que j'attendais le Final Cut. Je savais tout en français. Je savais qu'il allait avoir toutes les voix doublées. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de choses en plus. Et il est sorti. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis enfin décidé. Donc à la base c'est un jeu qui est sorti en octobre 2019 sur PC uniquement, et puis après sur Mac très rapidement, et en 2020 on a eu le droit version PS4, PS5 et Switch. Oui, voilà, et Switch.
Et en cette année 2021, si je ne me plante pas, on a eu le Final Cut. Et là, je crois qu'à l'heure où on parle, donc c'était les dernières releases, c'était en octobre. Je crois que maintenant, ils sont voilà, partout. Et je crois que c'est juste en novembre qu'on va avoir les versions physiques. Mais bon, voilà. Si vous voulez y jouer, en fait, le Final Cut est disponible partout. Donc c'est un jeu qui est du studio Zaum, enfin ZA/UM. Alors j'ai appris que ça venait en fait d'un langage inventé par des surréalistes russes. Et bon, il a mis un slash comme ça, mais je crois que le langage s'appelle Zaum et ça veut dire quelque chose comme from the mind ou for the mind en russe. Apparemment, ça peut se lire comme ça. Ah ouais. Voilà. Donc en fait, même vous allez voir, il y a plein de significations en fait dans le jeu et dans la création et même dans le nom du studio. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Disco Elysium, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu vidéo, c'est un jeu de rôle où on va incarner un flic amnésique. Et on commence d'ailleurs, il est à moitié, enfin, il est à poil quasiment, il est en slip, un peu comme Trevor dans GTA V. Et il est amnésique, donc en fait on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fout là, dans cette espèce de chambre d'hôtel miteuse où on a une chaussette attachée au ventilateur, on a des vêtements un peu partout. Mais je reviens un tout petit peu en arrière, peut-être 10-15 minutes avant qu'on se voit complètement affalé sur cette chambre d'hôtel, parce que en fait ça commence par un conflit interne entre nos différentes personnalités, tout incarné d'ailleurs par la même voix dans la Final Cut, et qui est fantastique d'ailleurs, faut saluer cette performance. Et en fait on sent qu'on va pas très bien. Mais pas bien du tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui on est toujours en train de se poser des questions, on a un conflit entre plusieurs personnalités, entre nos perceptions, nos sens, notre mal de vivre, des débats philosophiques internes, mélanger ça à l'alcool, à la drogue et à une amnésie lourde. Voilà, donc c'est très bizarre en fait. Au début, on parle même en fait de notre enfance, de notre rapport à notre mère, etc. Et puis, au fur et à mesure, en commençant à ramasser nos affaires, en allant se regarder dans la glace, on a vraiment une sale gueule, il faut bien le dire. On commence à se rappeler de choses, mais tout doucement. Et en fait, le jeu va être beaucoup basé là-dessus, c'est-à-dire commencer à se rappeler qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qui nous sommes vraiment, quel est notre rapport aux autres. Et on apprend très vite, assez vite en fait, qu'on est venu, on est flic, et on est venu pour résoudre une affaire de meurtre parce que dans la cour derrière cet hôtel-là, il y a un homme, un ouvrier, un docker, qui est pendu à un arbre et en fait, il faut résoudre ce meurtre. On se trouve dans une ville qui s'appelle Ravechol, c'est ça, dans le quartier de Martinez. Donc il y a des connotations françaises et c'est tout à fait normal. Il y a plein d'inspirations dans ce jeu et dans cet univers, et en fait l'endroit où on est, il y a beaucoup d'inspirations françaises. Et d'ailleurs, ce qui est cool dans le Final Cut, c'est que bon, déjà tout est traduit en français, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout les doublages, il y a beaucoup d'accents français et moi j'adore ça, je veux entendre de l'accent français anglais, enfin des Français qui parlent en anglais. C'est un vrai régal. Et donc voilà, on est là, il faut qu'on résolve cette affaire tout en étant complètement amnésique, en ne sachant pas qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on est bourré, pourquoi on était bourré, drogué, en interrogeant des gens pas toujours super sympas, mais heureusement, on a un inspecteur qui est pas vraiment un ami, mais un mec qui vient nous aider, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et qui va être l'espèce de pendant normal du flic en fait de cette ville. Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans le scénario parce qu'en fait toutes les nouvelles informations qu'on va avoir, c'est-à-dire sur le meurtre qu'il faut chercher ou sur nous-mêmes, sur l'univers, sur qui sont ces gens, le système politique, la religion, etc. En fait moi, j'ai kiffé tout découvrir dans le jeu, d'aller au fur et à mesure, de venir gratter, de venir découvrir ça. Donc, je vais pas trop vous en dire, mais je peux vous parler du système de jeu. Donc, c'est un jeu de rôle. Qui dit jeu de rôle dit souvent attribut. Au nombre de 4, on a l'intellect, la psyché, la vigueur et la motricité. Ce qui est déjà assez original. Et chacun de ces attributs va se voir attribuer 6 compétences. Et c'est là où la richesse du jeu est assez incroyable.
Une qu'on va choisir en spécialisation au début du jeu. Donc, comme dans tout jeu de rôle classique, on peut choisir de répartir 8 points d'attributs, etc., alors qu'on a déjà un partout. On peut faire un personnage complètement équilibré, mais ça n'a pas d'intérêt. Et le jeu te pousse à pas faire des personnages équilibrés parce qu'il te propose déjà des archétypes au début du jeu. Donc, soit l'archétype très physique, soit l'archétype très psyché, ou l'archétype très moteur, on va dire, qui a un peu moins d'intérêt dans le jeu. Et on va te demander de choisir une spécialité. Et alors là, donc il y en a 24. Et les textes sont assez incroyables. Je vais vous le lire, celle que moi j'ai choisie sur le run que j'ai recommencé là, dans le train d'ailleurs. Et par exemple, c'est conceptualisation qui est liée à l'intellect. C'est idéal pour les créatifs, les mordus de psychédélisme et les critiques. La conceptualisation vous insiste à incarner un personnage, pas celui d'un simple flic, mais celui d'un flic artiste. Vous découvrirez de singulières analogies et plongerez dans les mondes conceptuels de la carperie postmoderniste de Jan Karp et dans le Dada, le style architectural arabesque de Rebachol. Vous vous intéresserez aussi au concept de hardcore et vous apporterez même votre pierre à édifice dans ces disciplines. Lorsqu'elle est développée, la conceptualisation vous incite à aller toujours plus loin, quitte à vous brûler les ailes. Vivre dans l'excès exige un grand investissement. Voilà, ce genre de truc. Je vous en lis un autre parce que dans lequel j'avais pris, qui était vraiment, celui-là est marrant. Une autre compétence qui s'appelle la douleur transsanguée dans Vigueur, idéale pour les guerriers invincibles, les types increvables et les masochistes. Ce genre de choses. Il y en a une autre, celle-là. L'esprit de corps, idéal pour les flics, les flicophiles et ceux qui se prennent pour des flics. L'esprit de corps, c'est l'âme du métier de flic. Grâce à lui, vous comprenez vos compagnons d'armes en captant des signaux subtils qu'ils vous envoient, mais aussi en assistant à des scènes passées ou futures qui se déroulent dans votre juridiction. Voilà, je vais pas tous les faire, mais franchement, toutes les descriptions de toutes les caractéristiques sont incroyables. Il y a un vocabulaire assez spécifique au jeu qui est très psychanalytique, on va dire. Et voilà, c'est complètement barré. On sent que le gars a vraiment beaucoup de problèmes, qu'on va pas forcément réussir à résoudre ses problèmes. On va peut-être juste savoir pourquoi il a ses problèmes et qui il est, etc. dans le jeu. Et après voilà, c'est comme un jeu de rôle, c'est-à-dire que tu as des tests de compétences à faire, des tests des caractéristiques. Tu en as qui se font automatiquement à travers les séquences de dialogue, donc quand ils sont faciles et quand tu peux additionner tes lancers de dés, t'es sûr de les réussir, il te les réussit. Et puis t'en as certains que tu es obligé de lancer. T'en as, si tu les rates, tu ne peux pas les refaire. C'est foutu, donc faut pas forcément le faire tout de suite quand on te le propose. Il faut peut-être aller chercher des informations, etc. et revenir. Et t'en as qu'on appelle des jets blancs. Si tu les rates, tu peux les recommencer à partir du moment où tu as rajouté un point de compétence dans un point de compétence, soit dans la compétence. Mais ça, on te le dit à un moment donné, c'est précisé au moment de ton jet, ou est-ce que c'est genre toi parce que je t'avoue, je sais plus. Oui, je pense qu'on te le dit à un moment donné. Ouais, parce que j'avoue que moi, si je fais un échec critique à un moment donné sur un choix qui était genre essentiel, après je me doute pas, voilà, d'après ce que j'ai lu en termes de review, je me doute pas que le jeu a pensé, même si tu te fais des fails, ça impacte l'histoire, mais ça te dégrade pas ton expérience. Mais ouais, en fait, je me dis tout bêtement, si à un moment donné, tu es sur une action fatidique, tu vois, et que tu le foires et que tu te rends pas compte que c'était genre indispensable. Et bah justement, c'est que c'est un jeu, pour moi, et je l'ai aussi lu, je crois que c'est les développeurs qui l'ont dit, il y a des choses que tu pourras pas résoudre. En tout cas, dans un run. Tu peux peut-être après faire d'autres runs et les réussir. J'ai pas fini encore un run parce que c'est entre 20, 40 et ils disent même que si tu veux tout faire, c'est 100 heures de jeu, quoi. Ce qui est mortel. Et c'est un jeu où il y a des choses que tu vas pas réussir à résoudre, il y a des choses que tu vas pas réussir. Voilà, c'est pas le but du jeu, et je dirais même que c'est un peu l'essence du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est pas de réussir ou de gagner qui importe, c'est comment tu le vis et le chemin que tu prends, quoi. Ouais. Évidemment, ce dont tu vas faire avec certains personnages va influer sur le reste de l'histoire. Si tu vas avoir des gens quelque part et que tu vas discuter avec certaines personnes, il y a certains tests importants de l'histoire principale qui vont être plus faciles à résoudre. Tu as aussi des choses des équipements qui vont te baisser ou qui vont augmenter tes caractéristiques. Alors c'est très bizarre, c'est pareil, c'est loufoque, c'est-à-dire que ça ressemble à un jeu de rôle normal, mais en fait je sais pas, c'est tourné d'une façon qui est un peu absurde et toujours intéressante. Et t'as un truc qui s'appelle le tiroir à penser. Je crois qu'en français c'est ça. En fait, tu peux
cogiter sur un truc que tu as vécu. Et donc, ça va cogiter au fur et à mesure de l'aventure et ça va te donner des bonus ou des malus. Mais la façon dont c'est écrit, pareil, c'est complètement fucké. C'est-à-dire que le mec, il a la perception du souvenir qu'il est en train d'analyser est complètement folle. Et c'est mortel. À un moment donné, il y a ça sur un des premiers que tu as, donc sans trop spoiler, c'est sur un chanteur. Ouais. Je sais plus exactement son nom, mais en fait, quand il se voit dans le visage dans la glace, il s'identifie à ce chanteur, alors que c'est pas du tout lui. Et en fait, il est en train de faire une espèce de schizophrénie avec ce chanteur. Il se dit je suis peut-être chanteur en fait, c'est ça. Je suis une ancienne star et en fait, voilà, j'ai oublié et je me suis retrouvé bourré ici, mais je sais pas, mais je me recommençais à chanter. Et voilà. Enfin, et c'est intégré dans les mécanismes d'expérience du jeu. Et c'est super bien fait. Juste pour vous dire, c'est parce que en fait j'ai lu ça et j'ai trouvé ça génial. La façon dont l'univers d'Elysium, donc en fait c'est Elysium, c'est le monde qu'il a créé. Pardon, j'ai pas dit son nom. Robert Kurwitz. Donc il l'a créé en 2016, je crois. Pendant une soirée où ils étaient complètement bourrés à écouter du classique. Ils se sont dit oh ouais c'est mortel, l'idée elle est trop bien. Ils en ont fait un module pour Donjons et Dragons. Ils y ont joué. Ils se sont dit ouais c'est bien etc, le monde est vachement riche et tout ça, je vais écrire une nouvelle. Il a écrit une nouvelle, elle s'est vendue à 1000 exemplaires. 3 ans après pendant 3 ans après il a fait une dépression, il est tombé dans l'alcoolisme. Il y avait un de ses potes qui lui avait dit que ça serait bien qu'il écrive. Un autre auteur lui aussi était alcoolique, lui est sorti de l'alcoolisme, il a aidé l'autre à sortir de l'alcoolisme. Ils ont discuté du projet, il lui a dit mais attends tu devrais pas écrire, tu devrais faire un jeu vidéo. Et c'est parti de là. Ils ont fait ça aussi avec un collectif d'artistes dont l'artiste, le peintre Alexander Rostov. Je vous invite à aller voir son travail par exemple sur ArtStation. Qui en fait fait tout on dirait des peintures à l'huile et en fait tout le jeu est comme ça aussi. Tout le jeu est absolument magnifique, t'as l'impression que c'est peint, il y a des couleurs un peu partout, il y a des traits très très marqués, c'est-à-dire que par exemple les personnages sont pas très beaux en fait mais ils ont de la gueule quoi, un peu comme un breton buriné pour faire ils ont un vrai charisme. Quand tu regardes la DA, c'est vrai, je vous invite à juste zioter en termes de DA, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment une vraie gueule, quoi. Et donc voilà, c'est une pure œuvre d'art ce jeu. C'est un très bon jeu de rôle, faut le reconnaître, avec un système certes très simple au niveau des jets de dés, mais c'est pas très important. Mais au niveau profondeur des intrigues, profondeur des dialogues, etc., c'est fantastique. Et puis ce côté un peu schizophrénique, complètement barré, psychanalytique, est fantastique à suivre. Très cool. Moi, ça m'a fait, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à plein de trucs. Ça m'a fait penser à Planescape, à Donjons et Dragons, parce que voilà, en fait, bizarrement. Sauf qu'il n'y a pas de combat. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça que j'allais te demander justement. C'est est-ce qu'il y a des combats à un moment donné, parce que justement dans ce genre de jeu de rôle, t'as des phases un peu de combat et c'est là où je m'étais posé la question parce que je m'étais renseignée sur la méca et toi tu nous dis effectivement c'est des mécas très jeux de rôle parce que c'est exactement la façon dont tu construirais ta fiche de perso, sur des traits psychologiques, sur des attraits qui sont propres à l'histoire. Et en fait, à aucun moment tu nous as parlé de combat. Non, il n'y a pas de combat. Parce qu'il y a pas de C'est combat. un jeu de rôle sans combat. Alors après tes caractéristiques, si t'es très physique, ce qui est dans les attributs physiques en fait, ça peut te donner des avantages sur de l'endurance, sur de la confrontation, de l'intimidation, pour péter des choses, etc. Mais il n'y a pas de combat. C'est que du dialogue, c'est que de la confrontation orale en fait, même si c'est sous forme textuelle avec les voix doublées. Mais non, il y a pas de combat. C'est un jeu de rôle sans combat. Et c'est mortel, et c'est trop bien. bah ouais, mais moi ça me botte trop. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Julie? Est-ce que tu as déjà testé est-ce que tu es familière avec le jeu de rôle? Ouais, un petit peu. Exactement. Et est-ce que du coup, le jeu de rôle transposé dans le jeu vidéo, est-ce que ça t'intéresse? Alors, carrément, et il se trouve que j'ai joué à ce jeu, mais en version jeu de rôle. Ah, mais c'est vrai avec Zéphiriel. Bien. Et voilà, petit clin d'œil à Zeph. Et je savais pas du tout que ça avait été... Alors, je sais pas si ça a été adapté en jeu vidéo ou si il y a une version en fait jeu de rôle qui a été faite en dérivation du jeu vidéo, je sais pas. J'ai pas bien compris la timeline en fait de ça. Je crois que c'est un peu un mélange des deux, en même temps, mais je crois qu'ils ont publié le jeu de rôle après la première version du jeu vidéo. Et j'ai surkiffé y jouer. Alors,
enfin déjà la thématique est trop bien. Et alors pour remettre dans le contexte, c'était premier confinement, on y a joué en remote. Et c'était vraiment cool. J'aimais trop le concept, schizophrénie, personnalité multiple, etc. Et surtout, j'ai adoré y jouer parce que c'est vraiment sur le mode play to lose. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu prends trop plaisir à enchaîner les actions débile qui accélère ta chute et fait que tu vas te retrouver de plus en plus dans la merde, mais en même temps c'est une course sans fin et j'ai trouvé ça vraiment délicieux. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est là où tes échecs enrichissent en fait ton expérience de jeu. Et ça c'est vraiment une méca qui est particulière parce que je pense qu'en jeu de rôle, pour avoir testé pas mal de trucs, ça va tout contraire à ce que naturellement tu ferais, où on te dit voilà, à des moments clés, ton MJ va te donner des actions. Si tu te foires, ça aura une conséquence plus ou moins négative sur ton groupe ou sur toi-même. Et là on te dit en fait c'est pas grave parce que c'est pas un échec. C'est ça. Et ce qui compte, c'est avant tout incarner ton perso jusqu'au bout avec sa logique qui, en plus, là, dans ses persos, est toujours complètement pétée, quoi. Donc, après, c'est aussi tout l'intérêt d'incarner des personnages comme ça, abîmés, avec une santé mentale défaillante. C'est hyper cool. Et je voulais dire un truc, la petite anecdote aussi sur Disco Elysium, parce que moi, dès le début, je me suis dit Disco Elysium, il y a un rapport avec le disco, en fait. Alors, c'est pas exactement ça. Alors, l'auteur dit que c'est aussi par rapport au disco, une analogie avec les pensées qui montent très haut, en fait, où tu t'enthousiasmes très vite et qui retombent tout de suite dans l'oubli, comme le disco l'a fait. Et aussi les habits du protagoniste, du héros. Et aussi, disco en latin, ça veut dire j'apprends. Et donc, Disco Elysium, c'est j'apprends Elysium, donc le monde d'Elysium. Et en fait, c'est rapport au héros qui réapprend le monde d'Elysium. Parce qu'en fait, il a tout oublié, quoi. Oui. Et du coup, à travers lui, tu réapprends le monde dans lequel tu es. En fait, c'est ouf. Ce jeu est hyper intelligent. Et tu sens que c'est réfléchi, c'est vraiment creusé. Et la BO, pardon, j'avais pas parlé de la BO, c'est un groupe anglais, Sea Power, qui l'a fait. Alors c'est une BO superbe, je pense, je vais encore faire référence à la Bretagne, tiens, pour observer depuis les falaises le crachin au loin, tout ça, tu vois. Je pense que c'est pas bien de l'écouter en ce moment quand on déprime sous la couette, parce que c'est une BO qui est à l'image du jeu, en fait, qui est glauque entre guillemets, avec des moments très lancinants, des expérimentations sur les cordes, des cuivres, mais pas du tout utilisés comme dans le disco, mais plutôt avec des nappes de cuivre qui sont magnifiques. Lionel sur le Discord dit d'où sa mère, c'est exactement ça. C'est très très beau, enfin c'est très très beau. C'est pas aussi marquant qu'une BO comme Hades qui va être très marquée, que tu vas pouvoir écouter comme ça après, par exemple en bossant, mais il y a un vrai travail derrière et ça accompagne, tout se marie bien en fait. Là, les voix se marient bien, le jeu, le scénario se marie, les personnages, le graphisme et la musique qui vont ensemble, c'est super bien, c'est réfléchi et voilà. Enfin, si vous aimez les jeux de rôle, allez-y, jouez-y parce que c'est une petite perle. Eh ben écoute, moi je le ferai très certainement et ça m'a donné d'autant plus envie de vraiment le lancer cette fois-ci. Merci Queutrus pour cette rubrique sur Disco Elysium. C'est donc sorti sur PC en 2019 et un peu plus tard porté sur les consoles next-gen PS5, Xbox, c'est aussi sur PS4 et sur Switch. Attention néanmoins au petit portage Switch, je crois qu'il y a eu pas mal de feedback sur le fait que la Switch c'est pas une console. Ouf, attention. Et que les portages sur Switch, il y en a pas mal qui ont été déloupés. Faites attention à celui-ci parce qu'apparemment on a pas mal encore de bugs graphiques. Mais voilà, c'est dispo pour environ 40 € selon les plateformes. Et on va passer à Julie. Moi, quand j'ai vu le trailer, sans connaître l'histoire, je savais déjà pourquoi. Pourquoi tu avais choisi ce sujet en particulier. Sans blague.
Donc, tu vas nous parler de Brand New Cherry Flavor, quand le rétro rencontre la modernité. C'est un peu comme ça que moi, j'ai vécu et senti le trailer. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, en effet, ça m'avait tapé dans l'œil quand j'ai vu le trailer la première fois. Je l'ai un peu zappé et j'y suis revenue là cet automne. Donc, c'est une mini-série en format 8 épisodes qui est réalisée par Nick Antosca et Léonore Zion et adaptée d'une nouvelle de Todd Grimson, que je ne connais absolument pas. Donc, nouvelle du même nom avec un sous-titre Novel of the Occult. Donc pour vous situer un petit peu l'histoire, on est au milieu des années 90 et Lisa Nova, qui est une jeune réalisatrice assez géniale mais complètement borderline, débarque à LA. Et en fait, elle vient de passer plusieurs mois dans la forêt à réaliser son dernier court-métrage. Elle déboule un peu comme ça à Hollywood et elle a la chance de décrocher une entrevue avec un producteur super connu. Et puis, elle va être quand même méfiante sur ses gardes, mais le conte de fées, cul borné de nouilles, il se trouve que le producteur est super emballé par son film qu'il a vu et son film va être produit. Et elle insiste bien sur le fait qu'elle souhaite elle-même réaliser le long. Mais tout ça, c'est sans compter sur le fait que ce fameux producteur, Lou Burke, c'est un gros dégueulasse qui essaye de se taper des minettes et qui va bien évidemment lui voler son film. Voilà. Donc c'est vraiment, ça commence sur le Hollywood hyper cynique, milieu de gros connards, en particulier à l'égard des femmes, et surtout encore à ce moment-là, dans les années 90. Et cette Lisa, elle va rentrer dans une colère noire et elle va se diriger vers une femme étrange du nom de Boro qu'elle a rencontrée et décide de jeter un sort à Lou Burke et de mettre le monde à feu et à sang. Ça, c'est vraiment le pitch de départ. Vous regardez le trailer, vous avez déjà tous ces éléments. Sur l'ambiance, on est... alors, c'est un thriller, mais qui va très, très vite plonger dans l'occulte. Mais de l'occulte pas classique, mais vraiment psychédélique, surréaliste. On est dans le cauchemar, dans le vertige. On a envie de vomir toujours un peu. Dans le binge. Évidemment. Alors c'est marrant, on est très sur une thématique genre drogué, santé mentale limite, et puis voilà. C'est l'automne. C'est l'automne, exactement. Et alors l'héroïne est déjà assez défoncée en temps normal, mais là elle va plonger encore plus profond, vraiment dans des trips de plus en plus bizarres au fur et à mesure qu'elle avance dans son but de se venger de Lou. Pourquoi ? Parce que la nana à qui elle fait appel, cette Boro, c'est un peu une sorcière, on ne sait pas trop quels sont ses réels pouvoirs et jusqu'où ça va la mener. On est vraiment sur une esthétique qui tourne autour de la drogue, de l'insomnie, du trip nocturne, avec une photo qui est très très clip et pub. Et c'est en ça qu'il y a ce côté, justement, comme tu le disais, à la fois moderne, parce que c'est une création qui pourrait se dérouler à l'époque contemporaine, mais en même temps avec une imagerie très, très léchée, années 90. Et notamment... je ne sais pas si vous voyez ces grands classiques de photos avec une station essence ou un motel, dans une lumière blafarde, avec des néons fluo, shootés de nuit, avec de la brume dans la banlieue glauque de Californie. Voilà, on adore ça. Donc, si vous aimez ces couleurs-là, vous allez être vraiment servi. C'est vraiment, ça joue cette carte-là à 1000%. Et c'est bien évidemment pas sans rappeler d'autres films qui parlent aussi de cette époque.
Et la série est truffée de références, c'est que des easter eggs tout le temps partout, donc ça on aime bien. À commencer par la scène d'ouverture. On a une vue sur la route qui défile sous les roues de la voiture, éclairée par les phares. La scène est de nuit, évidemment, et ça, c'est la fameuse ligne jaune typique qu'on a sur les routes américaines et qui nous rappelle notamment des films de Lynch, Mulholland Drive, etc. Voilà. Donc, on est complètement là-dedans, dans une ambiance vraiment onirique. Tu sais pas où ça va amener, jusqu'où la folie va pousser ces personnages, et t'as vraiment l'impression que en fait tout le monde devient fou au fur et à mesure, même les personnes qui sont à peu près d'équerre, et en même temps c'est toujours sur cette toile d'envers du décor du Hollywood peu reluisant, voilà, avec des femmes paumées, des acteurs alcooliques, la drogue, etc. Et donc évidemment, hommage à Lynch, mais pas que. Un jour, je vais essayer de faire une chronique sans prononcer, sans Lynch. On va refaire les défis. C'est ça, exactement. Donc hommage à Lynch, mais également au cinéma de Cronenberg et de Verhoeven. Alors il y a une particularité que j'ai trouvée absolument géniale dans cette série, c'est que tout ce qui est étrange et gore, ça s'exprime, à travers des êtres extérieurs, etc., mais aussi et surtout à travers des choses très organiques, bizarres qui arrivent. Le flippant, c'est pas que l'extérieur, c'est aussi ce qui vient de sa propre matrice. Et il y a beaucoup de choses avec des présences de matière vivante, de matière vivante, de choses vivantes qui sortent des corps, exactement. Qui sortent des corps par là où ils devraient pas sortir normalement, et des choses qui devraient pas sortir d'un corps normalement non plus. Et voilà, c'est complètement Existence, avec justement ces pods là qui sont reliés au corps, qui sont faites de matière organique. Et ça m'a aussi fait penser à un film beaucoup plus récent de Cronenberg, Maps to the Stars, sur cette thématique justement du Hollywood, avec un ramassis de gens riches et très très névrosés, où rien ne va. Et alors, sur Verhoeven, moi ça m'a fait penser plutôt au côté Showgirls, avec toujours pareil, l'envers du décor, glauque, des gens qui se tirent dans les pattes pour gravir les échelons. Et c'est pas juste un clin d'œil, puisque la série va jusqu'à name-dropper ces deux réalisateurs lors d'un dialogue où on dit ça va être le prochain Cronenberg ou le prochain Verhoeven. Voilà. Donc vraiment, cette série, je l'ai bouffée, enfin c'était génial. Je vous la recommande chaudement, notamment pour quelques scènes magiques, dont la scène du ragoût à la drogue, où on retrouve Lisa, donc pour réaliser ce sort et ce rite, est obligée d'ingérer une sorte de préparation, et elle se trimballe littéralement pendant 24 heures avec un tupperware contenant un espèce de ragoût dégueulasse. C'est vraiment le reste de ton déjeuner dont tu veux pas, mais elle se trimballe avec ça, qu'elle mange de manière dégueulasse pour réussir à faire son sort. Et alors, une scène de cul qui est géniale, mais extrêmement dérangeante. Mais... tout a l'air dérangeant en même temps. Oui, non, mais là vraiment, c'est vraiment, ça va loin, quoi. Et on a adoré aussi parce que les actrices sont formidables, et tout particulièrement Rosa Salazar, qui incarne Lisa Nova. Je connaissais pas cette actrice. Elle est géniale, folle, sublime. Physiquement, elle a des grands yeux noirs tout le temps écarquillés, un petit peu ce type de visage dans Parks and Rec, le personnage de April. Ouais. Voilà, et c'est un peu ce délire-là. Elle a vraiment le crazy eye. Et aussi une autre actrice, Catherine Keener, qui incarne le rôle de Boro, de cette femme très chelou. Si vous avez kiffé American Horror Story, allez-y, vraiment les yeux fermés.
Moi, j'ai regardé ça en 2 soirs. C'était très bien. C'était chelou, parfait pour combattre la déprime de novembre. Alors, c'est quoi en termes de format? C'est quoi? C'est 40 minutes. Pour chaque épisode? Ouais, entre 30 et 50 minutes et 8 épisodes. Ouais. Ok, donc format mini-série, mais avec des gros épisodes. Ça peut se faire en 2 soirées si on est en forme. Voilà. Si on... Voilà. Moi, j'ai une anecdote avant tout, et je tenais à le dire parce que j'ai adoré. Donc, Nick Antosca, le co-créateur, le co-adaptateur de cette série, a aussi signé l'anthologie de Channel Zero. Et alors, Channel Zero, qu'est-ce que c'est? C'est formidable. C'est tous mes traumatismes d'enfant revisités un peu plus modernes et encore plus dérangeants et terrifiants. Et justement, tous les passages où tu fais référence à des substances ou à des scènes un peu creepy de choses qui ne devraient pas exister mais qui sont visuellement là, et ben Channel Zero, c'est parfait pour ça. C'est tu vois, tous les fantasmes un peu horrifiques que Internet a pu faire, dont Internet a créé les origines, qui sont remis vraiment dans une sorte de série sci-fi. Et si vous avez jamais entendu parler et jamais vu, je vous le conseille, mais 10 fois. Donc c'est Channel Zero, c'est signé par le même réal, et c'est parfait, genre ça aurait été parfait pour un sujet d'Halloween, et même pour ceux qui aiment pas tellement l'horreur mais qui sont curieux. C'est ultra flippant, je vous le dis, hein, c'est vraiment ultra flippant. Il y a plein de scènes dérangeantes, il y a plein de choses un peu humanoïdes que tu n'arrives pas forcément à identifier. Et c'est ça. En fait, quand tu nous as chroniqué ce truc-là avec toutes ces scènes un peu bizarres, c'est exactement. Je pense que c'est une signature de la part de ce mec-là. Je pense, j'ai pas vu Channel Zero, mais j'ai lu beaucoup de choses dessus, et direct, je me suis dit, c'est dans la même. Pour tous ceux qui sont fans d'American Horror Story, Channel Zero, c'est vraiment une continuité un peu plus creepy, et un peu plus dérangeante, parce que pas forcément sur la thématique, mais sur la façon dont c'est traité visuellement. Et ça réveille des douleurs et des traumatismes d'enfants, mais vraiment, c'est assez profond. Et je trouve que c'est quelque chose qui a pas forcément été... que j'ai pas forcément revécu par la suite avec d'autres prods. Mais ouais, c'est... Voilà, je vous le conseille. C'était juste un aparté. Quetrus, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Moi, ça me fait grave kiffer, mais... Je sais pas, en ce moment, en fait, je vois plein de séries d'horreur, des trucs que j'ai envie de me mater, mais je le fais pas parce que j'ai envie de dormir. Oh. Et je cherche plutôt des trucs légers en ce moment. Mais ouais, non, définitivement, je me le mets de côté. Puis, bout de son, tu m'as convaincu avec les plans brumeux de station essence. Voilà, ça, je kiffe. Et c'est pas l'actrice qui jouait dans Alita Battle Angel ou c'est autre truc comme ça? Ah, je sais pas. Je sais pas. Plus. Avec les grands yeux, bon, certes, exagéré. Et Channel Zero, ça a l'air terriblement horrible aussi. Et non, mais je me les note. Et ouais, je vais peut-être essayer ce soir, on verra quoi. Après, je pense que Thierry, c'est un peu plus... En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé, donc j'ai pas du tout terminé. Mais j'ai commencé parce que justement, quand tu nous as annoncé que tu chroniquais le sujet, je me suis dit, tiens, c'est marrant que je suis jamais tombée sur ça. Et en fait, je l'ai découvert quand tu nous en as parlé. Et ouais, et c'est vraiment tout le temps en train de frôler l'absurde, mais l'absurde qui vraiment est dans l'horrifique. Tu sais, c'est tout le temps vibrant, et c'est tout le temps à jouer sur cette limite-là entre tu sais jamais. Parce que c'est rigolo, en fait, quand même, aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais, il y a un côté quand même pop et un peu grotesque parfois. Donc, il désamorce un peu le côté... Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, ok. Donc, cool. C'est pas non plus trop pesant à regarder, quoi. Donc voilà, tu peux commencer par ça, et après, si vraiment tu te sens dans le mood Channel Zero... Non, mais je vous fais pas confiance. Vous présentez que des trucs qui font flipper. Je suis sûr qu'Ellie aussi, pareil. On sait pas ce qu'elle va faire, mais...
Eh ben, c'est une bonne question. En attendant, merci Julie pour cette jolie chronique. Du coup, Brand New Cherry Flavor de Nick Antosca et de Léonore Zion, enfin du moins l'adaptation du roman. C'est sorti en août 2021 et encore dispo sur Netflix. Je vous l'avais mentionné en début d'épisode, on a une troisième voix qui n'est pas en présentiel au moment où l'on enregistre ce podcast, mais qui a quand même tenu à nous parler d'un sujet. Et du coup, je vous laisse profiter de cette... J'ai remplacé Ellie par un bouton. Exactement. Allez, on pousse le bouton. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'horreur. Même si la période d'Halloween est passée, ce jeu, c'est Visage. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on va faire un petit retour en arrière en 2014. Souvenez-vous, cette année-là, un projet ambitieux au nom de Pity vit le jour sur PS4. Pity, c'est pour Playable Teaser. Il s'agit d'une courte démo publiée anonymement sur le PlayStation Store qui servira à promouvoir le prochain Silent Hill. Malheureusement, vous connaissez la suite. Le projet sera avorté suite à une mésentente dans les coulisses entre Hideo Kojima et Konami, si bien que l'éditeur a décidé de supprimer Pity du marché numérique. Alors cette démo, aussi courte soit-elle, a fait un effet de raz-de-marée auprès des joueurs. Elle est terrifiante, angoissante, mais surtout complexe de par ses énigmes et sa structure en boucle. Pity était donc devenu une référence en la matière de jeux d'horreur et a inspiré beaucoup de jeux comme, roulement de tambour, Visage. Alors faut savoir que Visage est sorti le 30 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, soit il y a à peu près plus d'un an. Mais de base, le jeu était proposé en Early Access pendant plus d'un an. Et il faut savoir que Visage est issu d'une campagne Kickstarter. D'ailleurs, il me semble que la version PS5 est en cours en ce moment et est prévue prochainement. Alors ce jeu est très attendu par la communauté, enfin la communauté de jeux d'horreur je veux dire, à travers ses trailers intrigants, puisqu'il se décrit comme un jeu d'horreur psychologique et atmosphérique en vue à la première personne. Et il me semble que c'est le premier jeu de ce studio québécois qui s'appelle Side Square Studio. Mais qu'en est-il vraiment ? Alors en fait, c'est un peu difficile de vous parler de Visage sans y aller par 4 chemins et sans vous spoiler. Alors désolé, mais il va falloir passer par là. En gros, dans les premières minutes du jeu, déjà elles sont assez crues et c'est fortement déconseillé aux âmes sensibles. Et une fois cette introduction costaud passée, qui vous a plongé dans une ambiance aussi sombre que dérangeante, vous dirigez votre personnage, Dwayne Anderson, dans une grande maison inquiétante et inhabitée. La seule chose qu'on sait au début sur votre homme, c'est que ça n'a pas l'air de tourner très rond et le scénario semble très évasif sur le sujet. Le pitch de Visage est très simple. En fait, dans cette maison très inquiétante, s'est produit des événements par le passé. Ainsi, vous avez 3 chapitres proposés, ceux de Lucie, Dolores et Rakan, qui racontent une histoire différente. Et bonus stage, vous avez aussi celle de Dwayne. En fait, vous pouvez commencer dans n'importe quel ordre, sauf celui de Dwayne, qui est en fait le dernier chapitre, entre guillemets. Alors j'ai commencé par le chapitre de Dolores, qui dans les grandes lignes raconte l'histoire d'une mère qui a perdu son enfant dans des circonstances bien étranges. Alors au fur et à mesure que vous avancez dans ce chapitre, la fréquence des manifestations surnaturelles et fantasmagoriques va s'intensifier. Et un exemple de manifestation, en fait, vous pouvez avoir des portes qui s'ouvrent ou des lumières qui vacillent énormément. Alors vous allez être amené à vous questionner sur ces inquiétants cris de bébé ou ces radios et télévisions qui s'allument toutes seules, comme dans Pity d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également des silhouettes mystérieuses qui vont apparaître et vous serez sujet à vos propres hallucinations et vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir passer d'une pièce à une autre grâce à des miroirs, un peu comme dans Portal. Mais gare à vous parce que certaines rencontres peuvent se révéler mortelles. Car contrairement à d'autres jeux d'horreur, lorsque un esprit malveillant vous poursuit, en fait, vous pouvez pas vous planquer sous un lit. Alors, en théorie, vous pouvez courir d'une salle à une autre, donc ce qui devrait vous permettre d'échapper aux fantômes, mais je vous garantis pas que ça marche tout le temps.
Alors c'est un peu comme dans Amnesia ou Phasmophobia, le tutoriel vous explique qu'il faudra faire attention à votre santé mentale. Donc plus vous serez dans le noir et plus vous serez exposé au danger. Le danger, ça peut être aussi vous, parce que vous pouvez avoir des hallucinations. Donc en fait, vous allez avoir vous allez avoir des compagnons, vos seuls compagnons, j'ai envie de dire, qui vont être des bougies, des ampoules, des briquets ou encore des pilules qui vont vous permettre de calmer votre santé mentale. Alors, c'est là où c'est important de bien examiner autour de vous et de bien gérer votre inventaire pour vous aider à justement à remettre les compteurs à zéro. En fait, cette santé mentale, elle est d'ailleurs indiquée via une tache de sang en bas à gauche de votre écran. Donc, je vous rappelle, j'ai joué sur PS4. Et en fait, c'est grâce aux sources de lumière et aux pilules que vous pourrez la faire disparaître. En fait, la prise de pilule vous donne presque un petit côté survie au jeu, mais toute la difficulté réside à bien gérer, puisqu'il faut savoir que les slots disponibles via votre inventaire sont très limités. Il faut aussi savoir que Visage, c'est pas un jeu qui vous prendra par la main, loin de là. Il faut comprendre, et il faudra comprendre par vous-même les mécanismes et les puzzles et être vigilant à certains détails. Donc il faut pas du tout hésiter à fouiller les tiroirs. Parce que combien de fois j'ai galéré parce que je savais pas ce qu'il fallait faire. Et c'est un peu frustrant en fait, parce qu'on a l'impression de faire des allers-retours dans la maison pour rien, donc aussi à s'exposer à certains dangers. Mais l'une des forces du jeu, c'est que vous serez très vite pris par sa dimension horrifique et angoissante, et il serait pas étonnant que vous lâchiez vos premiers cris face à vos premiers événements paranormaux. Les rencontres avec les défunts habitants de cette maison sont toujours une source de stress. Du coup, parlons du gameplay. Les commandes demandent quand même un certain temps d'adaptation. Tellement c'est laborieux, j'ai envie de dire, sur PS4, à part le fait de diriger son personnage en vue à la première personne, car il faut tenir compte de ce mécanisme qu'on appelle un peu à double maniement. En fait, vous pouvez placer vos objets aussi bien dans une main, donc la main droite ou gauche, et en fait ça va vous permettre de transporter à la fois un briquet pour éclairer votre chemin et aussi un objet de puzzle simultanément. Mais rassurez-vous, peu d'objets nécessitent d'utiliser réellement les deux mains, sauf le marteau je crois, ce qui vous laisse imaginer pourquoi vous allez avoir besoin d'utiliser un marteau. Alors non, ce n'est pas pour frapper les fantômes, mais en fait il faut savoir que les objets que vous allez acquérir sont destinés à la progression et à votre survie. Non, mais pas pour taper les fantômes. Et en parlant de progression, parfois j'ai trouvé que la fonction de sauvegarde était pas très optimale. En fait, ce qui est fort regrettable, c'est qu'à certains moments, même importants du jeu, et particulièrement lors des fins de chapitre, en fait, c'est pas sauvegardé automatiquement. En fait, la plupart, oui, mais on va dire totalement sur le dernier chapitre, ce n'est pas fait automatiquement. Donc vraiment, faites-y bien attention. Le mieux, c'est donc d'assurer ses arrières avec une double sauvegarde manuelle, comme ça, il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que cette Square Studio corrigera ce bug à l'avenir. Bien que vous puissiez parfois vous perdre, le jeu fait quand même un excellent travail en vous guidant avec des petits indices visuels et audio tels que des traces de sang ou des portes qui s'ouvrent. Et comme tout bon jeu d'horreur qui se respecte, l'expérience est accompagnée d'une atmosphère très pesante qui fait de vos pas un compagnon déconcertant. Donc vous allez d'ailleurs la plupart du temps vous promener dans les couloirs. Donc chuchotement, sol qui grince, radio allumée. Franchement, la conception sonore à elle seule, elle vous fera hésiter à faire un autre pas dans certains passages hantés. Alors en vrai, il m'a fallu une quinzaine d'heures pour terminer le jeu, en incluant le platine, parce que oui, je l'ai platiné. Et je vous ai raconté un peu plus haut qu'en fait, il y a en réalité 4 chapitres. Mais je dirais que celui qui m'a le plus traumatisé, c'est celui de Lucie. Parce qu'en fait, cela concerne une enfant qui meurt dans d'atroces souffrances. Après, il y a celui de Rakan, qui se déroule dans un hôpital, et mon Dieu, cet hôpital est angoissant. Celui de Dolores, c'est presque touchant, mais en fait, les 4 histoires ont en commun que chaque personne a habité dans cette maison et est devenue fou, folle, par la suite. Et concernant notre cher Dwayne, c'est sans doute le chapitre que j'ai le moins compris, parce que en fait le jeu propose en réalité 2 fins.
dont une avec un trophée. Enfin, les deux sont avec des trophées. Donc, j'ai un peu parcouru les internets concernant les théories qu'on peut avoir autour de ce jeu, et l'une m'a semblé vraiment intéressante et liée au projet MK Ultra. En fait, pour vous rappeler dans les grandes lignes, le projet MK Ultra est un projet ignoble qui a été avoué par la CIA, qui visait à développer des techniques de manipulation mentale, incluant des tests qui ont consisté à administrer du LSD sur des sujets ignorants. Alors, ce qui a amené à m'orienter un peu sur cette théorie, c'est surtout qu'en fait, donc dans le jeu, on va devoir chercher et regarder des cassettes vidéo. Donc, dans l'une d'elles, en fait, ça mène au lieu de travail de Dwayne, qui semble être un laboratoire qui étudiait apparemment la molécule de LSD. Mais surtout que, en fait, il y a quelques suspicions autour du fait que Dwayne serait peut-être un employé de la CIA et qui aurait participé à l'étude du LSD et des effets sur l'humain, ainsi que la possibilité que cette maison serait peut-être une maison témoin. Parce qu'en fait, il y a quand même un petit détail, c'est qu'on a l'impression que cette maison ne se délabre jamais, quel que soit le temps et quelles que soient les histoires. Donc bien sûr, ça reste des suppositions, mais j'avais quand même envie de vous le partager dans cette chronique et peut-être que vous allez avoir un regard différent en y jouant, justement. Concernant le platine, je dirais qu'il y a surtout un trophée bronze qui est terriblement chiant à avoir et sans doute le plus difficile, et ce n'est que un trophée bronze. C'est en fait, on doit trouver un petit alien du nom de Bernard, je crois, et en fait qui est tellement petit, qui se loge à certains endroits de la maison et qui disparaît aussi vite si vous êtes trop près de lui. Donc en fait, le but c'est de cliquer sur lui avant qu'il disparaisse pour le renvoyer sur sa planète. Donc il vous faudra force, patience et courage. Mais en fait, il y a quand même pas mal de trophées qui sont liés à l'histoire, donc je dirais que la difficulté elle est à peu près, je crois, à 3 sur 10. Et il y en a un que j'ai adoré de trophée qui a un clin d'œil à Silent Hill, puisqu'il s'appelle la chambre 302. Et qu'au moment où vous allez ouvrir cette porte-là, vous allez avoir une chouette et drôle surprise qui vous attend. Donc oui, je vous conseille quand même un petit guide, parce qu'il y a quelques trophées qui sont manquables, comme celui du fusil et celui des poupées russes. Donc ce serait quand même dommage de recommencer les chapitres et de perdre votre temps dedans si vous pouvez justement les faire d'une traite. Donc je terminerai sur ces mots. Alors pour moi, Visage, c'est indéniable, il s'inspire des meilleurs jeux d'horreur comme Pity, Silent Hill, mais aussi Amnesia. Et plus surprenant encore, on y voit quelques clins d'œil à Portal, avec justement le mécanisme des miroirs. Donc au-delà de l'inspiration, le titre s'est aussi bien proposé son propre univers et sa propre expérience, puisque, à mon sens, Visage est absolument angoissant et effrayant à sa manière. Donc vraiment, mention spéciale à certains screamers qui sont redoutables et qui m'ont fait bondir. Alors, bien que sa structure reste quand même assez discutable, sa montée en puissance, son excellent travail d'éclairage et d'ombre, sa mise en scène et son sound design sont vraiment efficaces, et ça vous embarque dans une aventure d'horreur psychologique qui ne manquera pas de vous offrir de beaux moments d'effroi. Alors, Visage crée un terrain de jeu palpable pour les fans de jeux d'horreur, mais pas que, parce que je trouve aussi que pour les néophytes comme moi, et un peu en recherche de sensations, c'est vraiment parfait, puisant dans différentes saveurs de peur pour créer une expérience troublante. Alors oui, il y a quelques défauts. Alors, la gestion de l'inventaire est atroce, ces allers-retours fréquents, franchement, c'était assez chiant, mais les chapitres aussi peuvent se montrer un peu inégaux entre eux. Mais voilà, Visage semble de prime abord sans prétention, mais a cette affection terrible pour ce qui touche à l'horreur, et ceci aura de quoi combler les amateurs du genre, mais surtout un public averti. Donc je dirais tout simplement, pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur de ces dernières années, car si la peur avait un visage, ce serait sans doute Visage. Est-ce qu'on n'aime pas ce genre de conclusion sur pourquoi est-ce qu'on le fait pas sur nos sujets? C'est vrai. C'est vrai. Si on l'a fait de temps en temps. C'est vrai, on l'a fait. Mais c'est encore un truc flippant, quoi. Ouais, en fait, là, plus j'y pense, plus on est en train de faire un épisode d'Halloween. Mais oui. Donc un peu en retard, j'admets, mais en fait quasiment dans les temps, à quelques semaines près. On s'est même pas concerté, en fait. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est magnifique. Ouais.
En même temps, vous faites toujours des trucs glauques et flippants. Parfois des trucs mignons. Mais des trucs mignons flippants. Parce que c'est ça. Alors, pour la petite anecdote, c'est que Ali avait en tête 2 sujets. Une petite, je crois que c'était un dessin animé qui est sur Netflix, qui est plutôt mignon, ou Visage. Et moi, j'ai décidé d'imposer ma dictature et mon choix. J'ai pris, voilà, je mets un peu de vérité dedans. C'est moi qui ai choisi et c'est moi qui ai choisi Visage. Et alors, je sais pas si j'ai été influencée par vos autres sujets. J'avais pas encore celui de Julie, mais pour le coup, j'avoue que c'est bien coordonné. Mais moi, c'est pas flippant. Disco Elysium, c'est déprimant. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est déprimant. C'est déprimant. C'est glauque. C'est glauque. Okay, ouais, c'est du glauque. Ça rentre un peu dans la catégorie noire. Non, n'empêche que ça donne... Visage, moi, j'ai du mal avec les jeux d'horreur. J'arrive à y jouer 20 minutes et après, je suis trop flippé. Faut que je fasse des pauses, tout ça. Mais en fait, tout le pitch derrière, les petites astuces, etc. Et tu vois, les petits trucs sur le coup du LSD, etc. Ça pique ma curiosité quand même. Ouais, je l'ai pas fini. Mais quand je l'ai commencé, c'est exactement ce que je me suis dit. Ça joue et Silent Hill, c'est une bonne référence là-dessus. Ça joue vachement sur la psychologie et c'est vraiment ça en fait que tu explores petit à petit. Bon, après, faut pas se le cacher, hein, c'est flippant. Parce que voilà, ça trigger, il y a la bonne recette de évidemment des jumpscares, mais pas tant que ça. Il y a tout cette en fait, t'as tout cet environnement qui un peu comme Silent Hill, hein, quand pour les connaisseurs de Silent Hill, c'est tu te promènes dans un couloir, tu sais que t'es pas safe. Tu te promènes, tu sais qu'il y a un truc qui t'attend quelque part, pas forcément là où tu voudrais que ça se passe parce que ce serait trop facile. Mais il y a plein de trucs ultra dérangeants et ultra flippants. Et alors, Ali a mentionné l'inventaire. L'inventaire, c'est juste une horreur sur ce jeu. Et c'est quand même dommage parce que t'en as un peu besoin. Parce que grosso modo, on te fait collecter des objets au long de ton avancée dans l'aventure. Et ces objets, à un moment donné, alors déjà, t'as pas besoin de tout, mais tu auras usage de certains. Et là, tu vois, et effectivement, tu peux utiliser tes 2 mains, donc tu peux avoir 2 choses différentes dans tes mains. Mais dès que ton inventaire est full, tu dois lâcher des trucs, tu sais, en mode comme si tu étais alcoolique et que tu posais des objets random et que t'es là à essayer d'attraper les bons objets et en fait t'arrives pas et tu passes en fait 10 minutes à paniquer comme un con parce que t'essayes d'attraper le bon combo d'objets dont t'as besoin et c'est vraiment mal géré dessus. Enfin, avoir un inventaire pourri et dans les jeux d'horreur, ça n'empêche pas, tu vois, Resident Evil d'être devenu une référence. Ouais, mais oui, c'est là où c'est pas condamnable, mais c'est quand même dommage parce que il y a des moments où vraiment c'est relou, en fait, c'est juste relou. Mais est-ce que justement ça accentue pas la panique? Bah oui et non, parce que c'est pas forcément, tu vois, t'es pas non plus à 100% tout le temps en panique, et à un moment donné, c'est juste très pénible en tant que joueur, de dire, bah ouais, sur une mécanique aussi simple, de passer autant de temps, quoi. Mais je sais pas si c'est une mécanique aussi simple, l'inventaire, en vrai. Parce que t'as tellement de jeux où l'inventaire est pourri, genre même Red Dead, tu vois. Ouais. Mais alors que c'est des gros studios, c'est réfléchi, tu vois, il y a plein de choses. Et Resident Evil, c'est une calamité. Alors, les derniers, je les ai pas faits, mais c'est horrible. The Witcher, ça a été une calamité aussi en termes d'inventaire. Ouais. Donc en fait, je crois pas. Tu vois, quand tu dis c'est un truc facile, je pense que c'est pas un truc facile du tout, parce que sinon, ça serait résolu depuis longtemps, quoi. Mais c'est pas fluide en tout cas. Et du coup, ça a tendance à plus être pénible que de participer à tout. Et ça aurait pu, hein, c'est vrai que ça aurait pu. Mais moi, perso, ça m'a juste saoulée. Et je me suis dit, putain, c'est relou, quoi. J'essaie juste d'attraper sur mon putain de marteau et puis, ou d'attraper ma bougie et mon briquet juste pour pouvoir l'allumer. Mais oui, voilà, c'est un petit détail parmi tout le reste. Exactement. Julie? Bah, je sais pas si je serais capable d'y jouer parce que c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs de regarder des gens jouer à Silent Hill et être déjà trop mal. Donc, trop. Ouais. Mais j'adore les thématiques. C'est trop... Mais moi, généralement, quand j'ai ça qui m'arrive,
Et oui, et là, merci à tous les streamers du monde pour vivre cette expérience. Du coup, je la vis par procuration, mais parce que t'as moins ce côté où t'es immergé, tu vois. Donc, t'as plus de distanciation. Exactement. Et c'est moins flippant. Et ça, je le fais. Je crois que je l'ai fait sur certains jeux que je savais que je ne pouvais pas faire toute seule. Et ça a été le cas de Sirène, je crois. Où j'ai tout suivi en streaming de A à Z parce que je m'étais dit non, en fait toute seule je suis incapable de le faire, ou je prendrais 30 ans à le finir, quoi. Et c'est vrai, je crois que j'ai le même problème que vous en fait. mais c'est bizarre parce que vraiment il y a des fois où j'arrive à aller au-delà et roam genre Silent Hill typiquement, c'est bizarre en fait. Je m'étonne moi-même de l'avoir fait. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu as juste envie de lâcher ta manette, en fait, de juste... c'est trop, quoi. Mais comme dit Aileen, tu vois, une néophyte comme elle, tu vois, qui connaît pas du tout le jeu d'horreur, qui a platiné le truc... oui, ça ne marche pas. Il y a un... Ouais, non. Soyons clairs, Ellie est néophyte ou pas, je pense pas qu'elle soit une néophyte. Non, mais c'est pas vrai, en plus. Elle a un bac, elle a un doctorat. Un doctorat, ouais. Est-ce film coréen ça ne passe pas. Sache-le. Mais voilà, en tout cas, Visage, c'est sorti en octobre 2020 et c'est dispo sur PC, PS5 et Xbox pour 30-35 €. C'est l'heure du petit récapitulatif des chroniques. Je dis petit parce qu'on est en petit comité encore une fois. Du coup, on a commencé par Ketrus qui est Ketrus. Oh là là, ça y est. Non, mais j'aime pas fauter sur ça. Ketrus qui nous a donc parlé de Disco Elysium du studio ROM, RA/UM, c'est ça? Non, ZA/UM. Ah, ZA, pardon. Zayoum, un truc comme ça. Zaoum, exactement. Ouais. Autant pour moi, Julie, qui du coup nous a parlé de Brand New Cherry Flavor, une série qui est dispo sur Netflix, de Nick Antosca et de Léonore Dion. Et du coup, Hailey qui nous a parlé de Visage. Et là, j'ai absolument pas fait mes devoirs parce que je me rappelle plus du nom du studio. Mais on vous le mettra en commentaire et sur la description de cet épisode 35. Et voilà. Mais j'enchaîne un petit peu. Et du coup... Sad Square Studio. Sad Square Studio, voilà. Merci Ketrus pour cette petite info. Et du coup, j'ai envie d'enchaîner sur nos petits coups de cœur. Mais oui. Je vais du coup prendre le sens inverse et m'adresser à Julie. Est-ce que tu as un petit coup de cœur dont tu voudrais nous parler? Ouais, j'ai un petit coup de cœur. Je suis allée voir un concert et j'ai découvert la première partie, un groupe que je connaissais pas, qui s'appelle Winter Family. Et c'était vraiment la bonne surprise, coup de cœur, quoi. C'est un duo, c'est une femme et un homme. Alors, Dixit, la description, ils font de la weird wave / funeral pop. Bah, c'est un peu comme la famille Grandi, comme le rock bruitiste. Et en fait, j'ai surkiffé parce que la chanteuse qui s'appelle Ruth Rosenthal, franchement, j'ai été bluffée, quoi. Elle a une voix caverneuse, hyper puissante. Elle passe de style avec de l'orgue complètement Nick Cave, tout d'un coup c'est punk, t'as l'impression de voir Nina Hagen, à un moment donné elle rappe, à un moment donné c'est Ragamuffin, enfin elle se balade, elle peut tout faire, techniquement c'est assez ouf, c'est pas toujours mon style musical, mais en tout cas c'était une très très bonne surprise live. Et j'ai vu qu'ils avaient l'habitude souvent de faire des performances dans des théâtres, dans des églises. Bon, là, c'était juste au point éphémère, mais franchement, c'était très cool. Voilà, Winter Family. Ok, et bah écoute, on mettra ça en lien sur la description de cet épisode aussi. Ketrus. Ouais.
C'est quoi ton coup de cœur? C'est l'accès anticipé à Darkest Dungeon 2. je sais pas pourquoi. Je suis tombée sur l'info et je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils en aient pas parlé. Parce que c'est un accès anticipé. Voilà, faire une chronique là-dessus, c'est pas possible. Mais j'avais dit, tiens, je sais pas, ouais, c'est pas raisonnable. Je sais pas raisonnable. Allez, vas-y, je le prends, quoi. Et en un week-end, j'ai fait 23 heures de jeu. Oh là là. Et après, il dit qu'il dort pas. Non, mais c'est ça. Mais en fait, si tu veux, c'était un vrai exutoire parce que j'avais pas joué depuis un mois, enfin quasiment, quoi. Et en fait, je suis tombé dedans. J'ai fait, waouh, trop bien, quoi. Et ouais, le jeu change. C'est trop beau. C'est magnifique. Le jeu est franchement, ils ont réussi à adapter en 3D déjà la beauté 2D du premier, quoi. Ouais. Et tout est mortel. En fait, tout est super stylé, quoi. Genre les postures, les attaques, même les monstres, ils sont stylés. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors, le jeu, par contre, est ultra dur. C'est-à-dire trop dur au début, mais voilà. Et ouais, je trouve ça jouissif. Ça augure que du bon. Et en plus, c'est en roguelike. Donc voilà, moi, comme je déteste ce genre de jeu, les roguelike. Et non, c'est trop bien, quoi. Enfin voilà, c'est ouf, excellent, c'est trop beau. Allez regarder. Si vous voulez pas l'acheter, allez regarder quelques images, quelques replays, parce que ça vaut le coup tellement c'est beau. Les voix aussi, les voix sont ouf, la musique est ouf. Hein, c'est trop bien, quoi. C'est un Souls rock like. Ouais. Non, c'est horrible. Il faut que j'arrête avec petite référence à l'épisode précédent. Mais c'est trop cool. Et aussi, tu vois, c'est encore un jeu qui s'est inspiré de Slay the Spire, qui est un des premiers roguelikes que j'ai chroniqué dans le Contrecast. Ouais. Et en fait, ça me fait trop plaisir, tu vois, que j'allais dire grosse licence, parce que Darkest Dungeon, c'est pas forcément un gros studio, mais c'est un grand nom maintenant, du jeu vidéo. Et tu vois, qui se renouvelle, qui s'inspire de hits comme ça, pareil encore indépendant, bah voilà, c'est trop bien. C'est la force des développeurs, des studios indépendants. Oui. C'est de pouvoir avoir ce Twitch qui dit, ok, moi je m'en fous, je vais juste faire de la veille là où j'ai envie et je vais m'inspirer des trucs qui marchent, quoi. Jouer à Death. Oh non, ça va là, ça va, on arrête. Et ben voilà, et moi je vais en profiter pour reprendre la parole parce que j'ai pas envie d'entendre ça. Pour vous partager aussi un petit coup de cœur, très certainement un qui est pas tellement surprenant parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, et Arcane. Donc qu'est-ce que c'est Arcane? C'est un peu la série que vous verrez dans les tops poussés par Netflix. Du coup, c'est tout simplement un développement du lore du jeu League of Legends. League of Legends, c'est quoi? C'est j'allais dire un MMORPG, c'est horrible. Un soul RPG. Soul roguelite Ah putain, j'ai un gros trou de mémoire sur la façon dont tu qualifies ce genre de jeu. C'est quoi que... Oh là là, arrêtez. League of Legends? Ouais. Bah un MOBA. Voilà, merci. Multiplayer Online Battle Arena. Oui, ça paraît un peu comme ça. Mais voilà, bref, oublions ce petit égarement. C'est un MOBA développé par le studio Riot. Et voilà, vous en avez très certainement entendu parler. C'est un gros hit. Il y a énormément d'événements autour de ça. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, il me semble, ou 1 an. Il y a eu un gros événement à Bercy, les finales de League of Legends hostées à l'Arena, qui était full au bout de quelques heures en termes de vente de places. C'est un incontournable de l'e-sport. Et ils ont bossé avec du coup un studio français et même parisien, j'ai envie de dire, qui est donc Fortiche, qui est spécialisé dans la prod 3D, que ce soit pour la pub ou pour des longs ou courts métrages. Et c'est un projet qui a été lancé il y a 5 ans, je pense. Et c'est mortel. La DA est juste oufissime. Le lore est pas original, mais bien raconté. Et en fait, tout l'univers autour des persos a été remis dans ce chaînon d'événements et le contexte et l'histoire de l'univers League of Legends. Et les musiques sont ouf.
Voilà, juste pour référence, le générique par exemple, c'est Imagine the Dragon avec un featuring d'un autre artiste dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, vous le verrez sur le générique, ou on vous le mettra aussi en lien quelque part. Et ouais, et c'est beau, quoi. Et ouais. Je sais pas si vous avez eu l'occasion ou si vous êtes tombé dessus un peu. Non, pas encore. Du coup, non, moi j'attends l'animé Dota 2. Non, je vais le regarder avec mes enfants, voilà. Ouais, je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait. Parce que même dans les scènes un peu violentes, c'est pas assez explicite, et je pense qu'ils l'ont fait exprès. Tu vois, il y a pas de taches de sang, il y a pas de balles tirées qui font des gros trous dans des corps. Enfin, tu vois, c'est la violence est vachement ouais, voilà, je pense qu'ils ont pensé à ça quand ils ont fait la prod. Mais en tout cas, l'univers, c'est ultra steampunk. T'as ce côté un peu manichéen, mais qui est plutôt bien nuancé, avec les gens du dessus qui sont grosso modo la haute société versus les rats qui habitent dans le souterrain et qui veulent se rebeller contre. Ah ouais, Gun, moi je connais. Ouais. C'est exactement ça, quoi. Je pensais en même temps. Mais voilà, c'est pas une formule spécialement nouvelle, mais je trouve que c'est bien raconté, c'est bien retranscrit visuellement. Et ouais, et si vous l'avez pas encore fait, là je crois qu'il y a 6 épisodes qui sont sortis. Il y a 3 épisodes qui sortent le 20 novembre, donc un peu plus tard par rapport au moment où on enregistre actuellement. Et juste pour info, la voix VF, moi je le regarde pas en VF malheureusement, mais juste pour la petite anecdote, la voix VF qui Kev Adams. Non, ce n'est pas Kev Adams. Pourquoi tu me Parce que c'est LOL. Il est horrible. Je peux pas m'en empêcher. Il est horrible. Non. En plus, c'est une très bonne actrice qui est donc Adeline Chetel, qui a aussi fait, pour exemple, la voix d'Ellie. Dans c'est horrible, j'oublie tout aujourd'hui. Dans The Last of Us 1 et 2. Oui, c'est d'accord. Qui a aussi fait la voix de la princesse dans Zelda, The Breath of the Wild. Je sais pas ce que c'est. La voix française. Mais voilà, bref. C'est un truc un peu à la Lynch, c'est bien. Ah oui, je vois. C'est le Lynch des temps modernes. Avec des nains chelous. Ouais. C'est un héros qui s'appelle Zelda et il supporte pas qu'on l'appelle Zelda. Et il casse des pots et il porte des poules. Il porte des poules. Il joue de la flûte aussi. Il joue de la flûte. Des fois, ouais. C'est original. Ouais. Et une flûte ronde, quoi. Comme une poule. On est horrible. Fan de Zelda, n'écoutez pas cet épisode. Ou écoutez-le. Trop tard, vous l'avez écouté. C'est foutu. Mais voilà, c'est très réussi. Alors, je sais pas en termes de durée ce que c'est exactement, mais en tout cas, il y a 6 épisodes de dispo. 3 autres qui sortent d'ici les semaines à venir. Donc voilà, même si vous connaissez pas le lore de League of Legends et que vous avez jamais joué au jeu, c'est intéressant parce que c'est une prod française, donc soyons français et regardons-le. Et c'est ultra réussi. Voilà, et c'est ça change un peu des grosses prods américaines qu'on voit et qui sont redondantes et qui ne se réinventent pas. Et là, je trouve ça bien fait. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Est-ce qu'on n'a pas le droit à un jingle à ce moment-là ? Je me demande. On attend. Merci. Voilà, Queutru s'est fatigué. Il ne suit même plus le fil conducteur de cette émission. Non, j'ai mon cerveau coupé plein de trucs très vite. Tout ça pour dire merci à tous les deux pour vos chroniques respectives. Je vais juste prendre un petit moment pour faire un petit rappel à nos auditeurs pour dire que le Contrecast fait partie du VHS, donc Vaisseau Hyper Sensas.
qui est une association qui se finance via un Patreon et dont on vous filera le lien en description, évidemment. Et voilà, si jamais vous voulez nous témoigner votre amour et soutien infaillible, c'est le moment. Vous pouvez le faire via le Patreon VHS. Et sachez-le, ça fait plusieurs épisodes qu'on se le dit. Tous les chroniqueurs l'ont vu. Julie a besoin de nouveaux écouteurs parce que c'est la zermie, comme diraient les jeunes. Ouais, ils se moquent trop de moi et tout. Je me sens complètement mise de côté. C'est vrai. C'est ça qui dit attention, bougez pas trop mon câble, sinon il y a un faux contact. C'est exactement, c'est vrai. Donc voilà, si vous voulez financer les nouveaux écouteurs de Julie, c'est le moment. Participez au Patreon. Donnez-nous un peu d'argent pour cette fin d'année difficile. Mais voilà. Juste petit tour de table sur les endroits où on peut vous trouver chacun. Julie, où est-ce qu'on te retrouve en ce moment? Toujours Whisperos chez VHS. Voilà. Chez VHS. Chez VHS. Et toi, Catrice? Comics Outcast. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Ok. Mais voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que c'est bien. Donnez de l'argent, abonnez-vous et parce que j'ai toujours pas de blague après le précédent épisode sur les 5 étoiles, mais je vois que Truss a toujours 5 doigts et ce sera autant. Il a quand même vérifié. C'est bien. Et c'est autant d'étoiles qu'il faut nous mettre pour qu'on ait exactement plein des. C'est horrible. Des références random qui me balancent depuis tout à l'heure, toujours plus ou moins liées à des Kevin, hein, bizarrement. Mais voilà, ça y est. Abonnez-vous, on est dispo sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et plein d'autres médiums divers et variés, et aussi sur le site du VHS. Donc voilà, 5 étoiles, un peu d'argent. Un peu d'argent. et ça nous fera un joli cadeau de Noël pour cette fin d'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis chaud. Oui. Voilà, très bien. Des écouteurs pour Noël. Et ben voilà, on va juste signer la fin de cet épisode du coup 35 et vous donner rendez-vous potentiellement pour un nouvel épisode en décembre. Et sinon, bah voilà. Quoi dire de plus? Bisous, au revoir et à bientôt. Bisous, au revoir. Et merci à nos auditeurs qui sont actuellement sur Discord. On est toujours coincés. Ça boit.